La porte s'ouvre derrière Ben Renick, et il ne se retourne pas. Dans cette reptilerie, perdue au fin fond d'une ferme du Missouri, ce genre de bruit n'a rien d'inhabituel. Une porte qui grince, un bac qu'on déplace, un serpent qui frotte contre le plastique. Ici, tout fait du bruit, mais rien ne devrait vraiment faire peur à Ben. C'est son territoire. Il en connaît le moindre recoin. Pour n'importe qui d'autre, l'endroit serait étouffant, presque irréel, avec cette chaleur lourde, ces sifflements qui semblent venir de partout, et cette impression constante que quelque chose bouge juste à côté. Mais Ben, lui, il est au milieu de ses serpents, occupé à travailler comme il l'a fait des milliers de fois avant ce jour-là. Et c'est précisément ce qui rend la scène aussi glaçante. Parce que le vrai danger n'est pas dans le bac, il est dans le couloir. Il avance derrière lui, et Ben ne le voit pas venir. Le premier coup de feu claque dans le bâtiment. Ben est touché dans le dos, pris par surprise, avant même d'avoir le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. Puis un autre tir part, et encore un autre. Au milieu des bacs, des étagères et des reptiles affolés par le bruit, Ben s'effondre dans le passage où il passait ses journées à construire son empire. Et même après ça, le tireur s'approche encore et place le canon chaud sur sa tempe, comme si tout ce qui venait de se passer devait absolument se terminer ici. Quelques heures plus tard, quand les secours entrent dans la reptilerie, ils cherchent d'abord une bête capable d'avoir fait ça. Sauf que dans cette histoire, l'animal le plus dangereux n'a jamais été enfermé. Le 8 juin 2017, dans la soirée, les autorités du comté de Montgomery reçoivent un coup de fil émis par un homme désemparé, parce qu'il vient d'apprendre le décès brutal de son frère. Ce dernier a été retrouvé sans vie dans un bâtiment de la ferme familiale à New Florence, dans le Missouri, à 120 km à l'ouest de Saint-Louis. C'est la femme de la victime qui a fait cette macabre découverte. Et depuis que les secours ont été contactés, l'homme répète la même chose. Le responsable doit être un serpent. Comment ça, un serpent ? Même eux, ils s'y mettent ? Bon, c'est une hypothèse qui peut paraître absurde, pourtant dans le cas présent, elle est loin de l'être. Et pour cause, la ferme en question appartient à un grand passionné de reptiles. Il élève pas moins de 3000 serpents exotiques dans un bâtiment agricole, reconverti en reptilerie au fond de sa propriété. Quand les policiers arrivent, c'est donc pas pour sécuriser une scène de crime qu'ils sortent leurs armes, mais pour abattre un serpent potentiellement dangereux. Visiblement, le serpent a refusé de coopérer. Quoi qu'il en soit, il décide d'entrer pour comprendre ce qui s'est passé dans cette reptilerie. Et une fois à l'intérieur, il découvre tout un monde. D'abord, des centaines de bacs en plastique empilés sur des racks du sol au plafond, sur toute la longueur du couloir. Puis des sifflements, qui viennent de partout et de nulle part à la fois. Dans la reptilerie, il y a des pythons royaux, des pythons réticulés, des anacondas verts, des pythons sanguins et autres pythons à lèvres blanches. Des espèces que la plupart des gens n'ont vues qu'en photo, et qui valent, pour certaines d'entre elles, le prix d'une voiture neuve. Les policiers avancent en file, armes au poing, pendant que leurs yeux passent d'un bac à l'autre. Et ils ne sont pas tranquilles, parce qu'ils n'ont toujours pas leur suspect en vue. L'un d'eux dit même à voix haute qu'il va allumer tout ce qui essaie de le mordre, même si c'est un serpent qui tient dans la main. Mais pourquoi ils n'ont pas appelé un spécialiste ? Bon, finalement, c'est une fois arrivé au fond du couloir qu'ils voient une masse sombre, celle d'un corps, allongé face contre terre, dans une mare de sang. Ils sont encore à la recherche du reptile fautif quand le médecin légiste arrive et s'agenouille près du défunt. Seulement, quand il examine les marques sur ses bras, celles que son frère avait prises pour des traces de morsure, il comprend tout de suite que le coupable n'est pas un serpent. Preuve en est, quand il se redresse pour jeter un rapide coup d'œil aux alentours, il aperçoit une douille sous une étagère, juste au-dessus du crâne de la victime. En 20 ans de carrière dans ce comté rural, il n'a jamais été témoin d'une scène pareille. La quantité de dommages infligés à cet homme prouve à elle seule que quelqu'un a vraiment voulu en finir avec lui. Et celui qui vient de perdre la vie brutalement n'est autre que le propriétaire des lieux. Benjamin Renick, que tout le monde appelait Ben, avait 29 ans. Et il avait aussi un parcours atypique, qui mérite d'être raconté. Fils d'un père qui lui a transmis l'amour des animaux, il a eu les 29 hectares de la propriété familiale pour terrain de jeu. Quand il n'est encore qu'un enfant, Ben ramène déjà chez lui des lézards et autres serpents, qu'il attrape à main nue dans les bois. Tout le monde dans la famille comprend assez vite que ce n'est probablement pas une lubie qui va lui passer. Et ses proches ont raison, parce que bien plus tard, sa passion pour les reptiles s'est transformée en l'une des reptileries les plus réputées des États-Unis. En 2010, à 22 ans, Ben fonde Renick Reptiles et commence à pratiquer l'élevage sélectif à un niveau que peu de gens atteignent dans son milieu. Le principe repose sur la génétique. En croisant des individus porteurs de traits précis, on obtient des animaux aux couleurs et aux motifs impossibles à trouver dans la nature. Des pythons albinos aux taches caramel, des anacondas aux écailles vert pâle presque translucides.
Bref, c'est un peu du Pimp My Snake, des spécimens uniques qui n'existent nulle part ailleurs, ou presque, et que les collectionneurs du monde entier sont prêts à payer des dizaines de milliers de dollars pièce. Tu dois sûrement te dire que toi aussi t'as envie d'intégrer le business. Sauf que c'est un marché opaque, dominé par une poignée d'éleveurs qui se connaissent tous, et on débarque pas comme ça dans le milieu. Ben, lui, il en devient rapidement une figure centrale. Il vend ses serpents à des acheteurs issus du Royaume-Uni, du Japon, mais aussi de toute l'Europe. Sa réputation dépasse donc largement les frontières du Missouri. Selon le président de l'Association nationale des éleveurs de reptiles, il est l'un des esprits les plus professionnels de la communauté. Quelqu'un qui a su convertir une fascination de gosse en entreprise à succès. Quand il ne s'occupe pas de ses serpents, il joue de la batterie et collectionne les accessoires de films d'horreur. Mais ce qui compte vraiment pour lui, c'est la ferme familiale où il a toujours vécu, ses 2 enfants qu'il élève et le fait que son frère, Sam, habite à 100 mètres de sa porte avec sa propre famille. Comme si 2 générations avaient simplement pris racine sur le même bout de terrain. Au début de l'année 2017, Ben conclut l'affaire de sa carrière. Il vend une grande partie de son stock de pythons et d'anacondas à Robin Lehner. Et Robin Lehner, c'est pas n'importe qui. C'est une star de la NHL, la ligue professionnelle de hockey aux États-Unis et au Canada. Donc forcément, il a un peu d'argent. Et ça donne un contrat à 1,2 million de dollars passé avec Ben, payable en versement trimestriel de 200 000 dollars. Pendant que toi, ton achat plaisir, c'est un Uber Eats, lui, c'est 200 pitons. Le premier paiement est honoré en février 2017. À moins de 30 ans, Ben a bâti un empire à force de persévérance. Et il a une vente à 7 chiffres en cours. Voilà, c'est dans ce décor que Linley Joe Gallatin entre en scène. Ils ont le même âge et se sont rencontrés à l'adolescence, puis se sont perdus de vue, avant que le hasard les pousse à se recroiser en 2011. À partir de là, leur relation avance très vite. Linley s'installe à la ferme avec Matthew Allen, son fils d'une précédente relation. Ils se marient en avril 2014, et peu après, Emilia Marie, leur premier enfant ensemble, voit le jour. Rapidement, Linley décide de s'investir dans les affaires de son époux et d'apprendre le métier de l'intérieur. Elle trie les œufs, manipule les reptiles et comprend la logique qui permet à un élevage de cette taille de fonctionner correctement. Résultat, Ben l'intègre à son entreprise. Faut vraiment aimer quelqu'un pour passer de dîner romantique à sage-femme pour serpent. Sauf que c'est pas ce dont rêve réellement Linley. Massothérapeute de formation, elle a travaillé pendant des années pour d'autres et rêve depuis longtemps d'ouvrir son propre établissement. Quelque chose que Ben peut comprendre mieux que personne. C'est pourquoi il décide de l'aider. En 2016, il contracte donc un prêt pour qu'elle puisse toucher du doigt son objectif. C'est ainsi que, peu de temps après, la Sensia Spa ouvre ses portes, au 2001 Corona Road à Columbia, à une 50aine de kilomètres de la ferme. Ben est heureux, il vit lui-même de sa passion, et a pu offrir à sa femme l'opportunité d'en faire de même. Maintenant, c'est à Linley de faire tourner correctement la boutique. Et c'est là que ça coince, parce que ne s'improvise pas chef d'entreprise à succès qui veut. Dès ses premières semaines d'activité, la Sensia Spa est déficitaire. Un problème que Linley décide de cacher à Ben, entre autres. Dès son ouverture, la Sensia Spa commence à perdre de l'argent. Et pas juste un peu. Linley ne tient pas les comptes, ou plutôt elle constate qu'elle est dans le rouge et décide de taire ses problèmes financiers. Les impayés d'échéances de prêt s'accumulent, le loyer du local n'est pas réglé, et les salaires des employés finissent par ne plus leur être versés du tout. La propriétaire masque le désastre en inventant des excuses, ou en évitant les conversations qui fâchent. Mais en réalité, elle ne fait que repousser le moment où il faudra qu'elle dise la vérité. Ben découvre le poteau rose au printemps 2017, et les messages Facebook qu'il envoie à son épouse dans les semaines qui suivent montrent qu'il est très agacé par la situation. Il écrit que le spa les ruine. Il reproche à Linley d'avoir mal géré ses affaires, et ajoute que ça peut pas continuer. Ce qu'il ne réalise pas encore, c'est qu'il ne voit là qu'une partie du problème. Et oui, la Sensia Spa est en faillite, c'est vrai, mais son mariage avec Linley se casse aussi la figure. Sa femme mène une double vie, et elle la cache aussi bien qu'elle a dissimulé la mauvaise santé financière de son entreprise. Il se trouve qu'elle entretient des aventures simultanées dans le dos de Ben, depuis plusieurs mois. D'abord, il y a eu Arik Bremer, qui fait du marketing pour le spa. Linley le voit régulièrement depuis 2016. Puis il y a Brandon Blackwell, avec qui elle est entrée en contact via Ashley Madison, qui n'est pas une personne, c'est un site de rencontres extra-conjugales. Ouah, même un politicien trahirait moins que Linley. D'ailleurs, elle entame une liaison avec ce deuxième amant, à peine 3 jours avant la mort de son mari. Les échanges de Ben et Linley montrent qu'il a commencé à avoir des soupçons bien avant tout ça. Les disputes de couple concernant l'argent se mêlaient à des questions sur ses absences, ses silences, mais aussi les hommes qui gravitaient autour de son spa. La relation des Rennick s'est donc tendue sur 2 points capitaux à la fois, les finances
et la confiance. C'est dans cet étau qui se resserre que Lin Lee commence à se poser une question à voix basse. Qu'est-ce qui se passera si Ben demande le divorce ? La réponse est simple, parce qu'il est facile de deviner à l'avantage de qui tournerait les choses dans ce cas de figure. Ben est le propriétaire légitime de la ferme. Il a une entreprise florissante et des années de présence dans ce comté derrière lui, avec 0 casserole. Lin Lee, elle, n'a qu'15 pas en train de couler, et une liste d'impayés qui s'allonge chaque jour, et une liste de trahisons plus longue que Judas lui-même. Donc elle est bien consciente que si l'affaire est portée à la connaissance d'un juge aux affaires familiales, cette asymétrie lui sera défavorable de toutes parts. Selon ce qu'elle confie à un proche dans les semaines qui suivent, cette perspective lui est insupportable. Elle a peur que Ben ait les moyens financiers comme légaux de lui faire retirer la garde de leur fille, Emilia, et que celle de Matthew lui soit aussi enlevée, si elle est jugée inapte à s'en occuper correctement. L'approche à qui Lin Lee se confie, c'est Ashley Shaw, la manager du spa, une employée qu'elle a recrutée dès l'ouverture. Elle a une confiance totale en elle, donc dès qu'elle se rend au spa, elle vide son sac entre 2 clients ou pendant les pauses. Lin Lee évoque les tensions qu'il y a dans son mariage, les mensonges liés à ses tromperies, mais aussi cette impasse dans laquelle elle se sent piégée. Elle parle aussi de Ben d'une façon très péjorative. Elle raconte à Ashley que son mari est devenu violent et qu'en plus de la maltraiter physiquement, depuis peu, il le fait aussi sexuellement. Aucune plainte n'a jamais été déposée et aucun rapport de police n'existe. Mais l'employée croit ce qu'elle entend et ne remet pas les propos de sa patronne en question. De telles confidences, c'est forcément vrai, pense-t-elle. Une autre salariée, Rachel Hunt, recueille elle aussi les secrets de Lin Lee pendant les pauses. Et elle tient le même discours sur la violence de Ben. Ces conversations reviennent sur la table pendant des semaines, glissant progressivement vers quelque chose de plus concret. Lin Lee ne parle plus seulement de ses souffrances, mais d'une éventuelle façon de s'en extraire. C'est quand ce basculement se fait qu'elle mentionne la police d'assurance décès de Ben, récemment souscrite. Elle précise qu'elle en est la seule bénéficiaire, et que la prime s'élève à $1 million. Lin Lee glisse ça après avoir parlé des enfants, de leur garde, ou encore de la violence supposée de Ben. Jamais avant, toujours en fin de discussion, comme si le décès de Ben était la seule solution à tous les problèmes qu'elle vient de lister, jusqu'à prendre la décision de passer à l'acte. Pour parvenir à ses fins, Lin Lee opte pour un empoisonnement, et demande à Ashley de lui procurer des analgésiques opioïdes. Et elle dit oui, parce que c'est ce qu'elle a toujours fait, et que dans sa logique à elle, elle ne fait qu'aider une amie victime de maltraitance à s'en sortir. Va peut-être falloir changer de logique. Mais bon, elle obtient 15 comprimés de Percocet, ce qui représente une potentielle dose létale pour un homme sans tolérance aux opioïdes. Une fois les cachets récupérés, Lin Lee les réduit soigneusement en poudre pour les mélanger dans le shaker protéiné de Ben, celui qu'il boit après chacune de ses séances d'entraînement. Ben engloutit le contenu du shaker sans se poser de questions, parce que malgré ses récents différends avec elle, il s'efforce encore de faire confiance à la mère de sa fille. Sauf que quelques heures plus tard, il tombe violemment malade. Il vomit, souffre et passe une nuit à se vider de l'intérieur en pensant qu'il a attrapé une intoxication alimentaire ou une gastro-entérite. Pendant tout ce temps, Lin Lee est là, à côté de lui. Mais contrairement à ce qu'elle s'attendait, Ben survit à cette tentative d'empoisonnement. Quelques jours plus tard, il va mieux. Sans jamais comprendre que si Lin Lee s'est tenue à son chevet, c'est pas parce qu'elle pensait qu'il s'en remettrait, mais parce qu'elle espérait qu'il allait mourir. Et justement, cet échec ne l'arrête pas. Il l'informe. Le Percocet n'a pas suffi. Cette méthode est trop incertaine, trop dépendante de la résistance de chaque corps à la substance. Pour s'assurer de la mort de Ben, il faut une arme. Et surtout, quelqu'un qui peut s'en servir. Parce que bon, Lin Lee, c'est loin d'être John Wick. C'est là qu'un autre protagoniste fait son entrée dans l'histoire. Michael Humphrey. C'est un homme de 33 ans que Lin Lee a fréquenté des années auparavant. C'est aussi un délinquant connu, qui vient d'ailleurs de sortir de prison après avoir purgé une peine pour possession de drogue. Sur la façon dont elle le retrouve, leurs deux versions ne coïncident pas. Michael dit qu'il a renoué avec Lin Lee parce qu'Ashley avait besoin de quelqu'un pour installer sa chaîne stéréo. Une chose en entraînant une autre, il aurait reconnecté avec la patronne d'Ashley. L'autre version, c'est que Lin Lee l'aurait délibérément recherché en consultant des bases de données de casier judiciaire en ligne, parce qu'elle était convaincue que quelqu'un ayant un passé criminel serait plus disposé à l'aider. Par contre, ce qui ne fait pas débat, c'est la suite. Une nuit, Ashley monte en voiture avec Lin Lee. Elles ont trouvé l'adresse de Michael et se rendent directement chez lui à Holt Summit, en banlieue de Jefferson City. Après avoir discuté avec elle, Michael accepte de venir au spa, officiellement pour des séances de massage, et il s'y rend plusieurs fois dans les semaines qui suivent.
Sauf que chaque visite n'est en fait qu'un rendez-vous durant lequel le groupe conçoit le plan pour éliminer Ben. Le fan de serpent, quant à lui, est loin de s'imaginer que sa femme complote dans son dos pour le faire tuer. Il ignore que 3 personnes sont désormais prêtes à l'envoyer 6 pieds sous terre. Le rendez-vous est pris pour le 8 juin 2017 dans la matinée. Selon ce qui a été convenu, Michael doit se rendre à la ferme armée et entrer dans la reptilerie pour tuer Ben, tandis que Linley attend à l'extérieur. Elle se rend au spa comme d'habitude, prévient la babysitter pour les enfants et patiente. Ashley est là aussi, avec le téléphone de sa patronne. Cette dernière l'a chargée d'envoyer des messages à sa place pendant toute la durée de l'opération, pour simuler sa présence à Columbia. Quelques heures avant de partir, Linley envoie un SMS à Ben pour lui dire qu'elle l'aime, puis un autre à Michael pour lui demander s'il est en route. Elle contacte son mari et celui qui doit commettre son meurtre depuis le même téléphone, à une poignée de minutes d'intervalle. Michael vient chercher Linley au spa dans l'après-midi. Il a des gants, une arme, et ils sont toujours prêts à passer à l'acte. C'est ainsi qu'ils prennent la route ensemble en direction de New Florence, vers la propriété familiale des Rennick. Dans la reptilerie au fond de la ferme, Ben travaille seul cet après-midi-là avec ses 3000 bestioles, sans savoir que la mort se rapproche de lui. Michael et Linley s'arrêtent devant l'entrée du bâtiment. Et là, devant cette porte, il y a un accroc dans leur plan qui avait pourtant l'air si bien rodé. Alors qu'il devait se charger du sale boulot sans aucune aide, Michael tend son arme à Linley, en lui avouant qu'il ne peut pas le faire. Il lui dit qu'il a peur qu'elle regrette ce geste. Aïe, celui qui devait exécuter Ben revient sur sa décision au moment décisif. Il y a un moment de flottement, mais une chose est sûre, ça va rien changer au destin de la cible. Au milieu des serpents, des coups de feu claquent. Et ce que l'autopsie du corps de Ben révèle, c'est qu'il a pris 8 balles. Au moins 4 ont été tirées dans son dos par quelqu'un qui l'a pris par surprise, alors qu'il s'occupait des reptiles. Il n'a même pas eu le temps de se retourner. Le dernier coup de feu a été tiré à bout touchant, canon de l'arme contre sa tête, pour s'assurer de sa mort. Un coup de finition. Après le meurtre, le tueur ramasse la plupart des douilles, mais dans la précipitation, on oublie quelques-unes. Notamment celles qu'il n'a pas vues parce qu'elles ont roulé sous les étagères dans l'obscurité du couloir. Ce sont ces mêmes douilles que le médecin légiste trouvera quelques heures plus tard en s'agenouillant près du corps de Ben, pendant que les policiers cherchent toujours à fumer un serpent qui n'existe pas. Après avoir tué Ben, Linley et Michael repartent ensemble vers Columbia. Et ce qui attend la veuve au spa, c'est la prochaine étape d'un plan qui ne s'arrête pas au meurtre de son mari. Linley et Michael reviennent au spa sur les coups de 17h. Ashley est toujours là, avec le téléphone de Linley. Le problème, c'est qu'elle n'a pas fait ce qu'on lui avait demandé. Les messages qu'elle était censée envoyer pour simuler la présence de sa patronne à Columbia pendant le meurtre ne sont pas partis. Elle était simplement trop paniquée pour pouvoir appuyer sur envoyer. Mais elle va quand même aider Linley, d'une autre façon. Après son arrivée au spa, Linley entre directement dans une cabine de douche pour qu'Ashley lui nettoie scrupuleusement le corps et les mains. Le but est d'effacer toute trace de poudre et de sang. On a peut-être affaire à des tueurs moins cons que d'habitude. Pendant ce temps, Michael a pour mission de se débarrasser des vêtements qu'elle portait à la ferme. Une fois lavés et changés, Linley cherche les enfants à l'école et rentre à New Florence. Ensuite, elle se rend au bâtiment des serpents dans le but de jouer la surprise, en découvrant le corps de Ben. Histoire de pousser le vice jusqu'au bout, l'épouse de la victime appelle son frère, Sam, qui vit juste à côté sur la propriété. En voyant la dépouille de Ben, l'homme pense immédiatement que c'est un anaconda qui a causé sa mort. Dans ce bâtiment, qui compte des milliers de serpents, c'est la seule explication qui ait du sens. Ah, il était pas loin. Sauf que c'est une vipère, la coupable. Évidemment, il est à 1000 lieues de s'imaginer que Linley est impliqué dans la mort de Ben. Donc, naturellement, quand il appelle les urgences, il mentionne un serpent. Selon les témoins présents ce soir-là, Linley est effondrée. Hystérique même. Au cours de l'appel passé par Sam, on peut l'entendre crier que son mari est à terre et qu'il y a du sang partout. Pourtant, au milieu de ses larmes, elle trouve la lucidité de dire aux secours présents sur place qu'il est impossible qu'un serpent ait fait ça. Le lendemain matin, elle se rend au commissariat avec le frère de Ben. Dès le départ, Sam coopère pleinement avec les autorités. Il leur remet son téléphone ainsi que ses vêtements et fournit un alibi vérifiable. Il accepte également sans hésiter qu'un prélèvement de résidus de tir soit effectué sur ses mains, ses habits ou encore de passer au détecteur de mensonges. Sam est donc rapidement rayé de la liste des suspects. Et les enquêteurs se tournent vers Linley. Au départ, elle joue la veuve coopérative, celle qui veut absolument qu'on retrouve le coupable. Sauf que pour détourner les soupçons des policiers, elle jette son beau-frère sous le train. Au cours des premiers jours, elle glisse aux enquêteurs que Sam aurait peut-être un mobile, parce que Ben envisageait de vendre la propriété familiale et qu'il s'y était opposé.
Seulement, comme je te l'ai dit plus tôt, une fois toutes les vérifications faites, cette piste s'effondre immédiatement. Par contre, ce qui met la puce à l'oreille des policiers concernant Lin Lee, c'est Ashley, qui évoque les aventures de sa patronne. En plus, les relevés téléphoniques montrent que la veuve et Michael ont été en contact constant toute la journée du meurtre. Sauf qu'après ce jour, ils n'ont plus échangé un seul message. Ce qui est très bizarre comme comportement, quand ils apprennent tout ça. Lin Lee entre clairement dans le collimateur des enquêteurs. Alors, dans les mois qui suivent, elle est interrogée 6 fois. Seulement, à chaque convocation, elle s'en tient strictement à sa version. Résultat, elle part libre parce que les policiers n'ont pas de preuves directes pouvant la relier au meurtre de Ben. L'arme du crime n'a pas été retrouvée, et aucun témoin ne peut la placer à l'intérieur du bâtiment pendant le laps de temps de l'assassinat. Et surtout, sa version bouge pas, ce qui est rare quand on ment. Entre les 6 interrogatoires, Lin Lee poursuit sa vie comme si de rien n'était. Et elle ne commet pas de faux pas. Quelques jours à peine après la mort de Ben, elle contacte la compagnie d'assurance auprès de laquelle il avait souscrit une police pour savoir comment toucher la prime. Mais ça va pas être simple, parce que l'assureur est directement alerté par les autorités du fait que la veuve est suspectée dans une affaire de meurtre. Donc le versement est suspendu. C'est la procédure. Mais qu'à cela ne tienne, si elle ne peut pas obtenir de l'argent par ce billet, Lin Lee trouvera un autre moyen. 2 semaines après l'enterrement de son mari, elle entame des démarches pour vendre la ferme familiale. Les 29 hectares, la maison où il vivait, la reptilerie. En gros, tout ce dont son mari avait hérité et qu'il avait mis des années à construire, elle le met en vente sans aucun état d'âme, quitte à éjecter Sam et sa famille, qui y vivent encore. D'ailleurs, ils apprennent la nouvelle par voie légale. Le frère de Ben tente de bloquer la vente en justice, mais il n'y parvient pas. En 2018, la propriété part finalement pour 740 000 $, une somme colossale, sur laquelle Sam ne récupère quasiment rien, vu qu'il n'empoche que 18 000 $. Si le respect était une personne, on serait sur un double meurtre là. 6 mois après la mort de Ben, Lin Lee annonce publiquement qu'elle a retrouvé quelqu'un. Désormais, elle forme un couple avec Brandon, l'homme rencontré sur Ashley Madison, avec qui elle avait trompé Ben 3 jours avant son décès. Et leur relation est déjà très sérieuse, vu qu'elle est enceinte de lui. Pendant ce temps, bien entendu, elle n'a demandé aucune nouvelle de l'avancée de l'enquête. Sam, quant à lui, appelle toutes les semaines pour savoir où ça en est. Mais la réponse est toujours la même. Il n'y a rien de nouveau. Pourtant, les investigations se poursuivent bel et bien. Le 5 octobre 2017, les policiers convoquent à nouveau Lin Lee pour la soumettre à un test polygraphique, auquel elle échoue parce que c'est une menteuse. On lui révèle les résultats en face, dans une salle d'interrogatoire, en lui expliquant que les preuves circonstancielles qui existent contre elle sont accablantes. C'est simple, tout pointe dans sa direction. Lin Lee répond aux policiers qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a raté ce test, tout en soutenant que c'est pas elle qui a tué Ben. À ce stade, les enquêteurs savent qu'elle leur cache quelque chose, sauf qu'ils sont coincés par l'absence de preuves matérielles. Aucun procureur n'ira au procès avec si peu, et la meurtrière le sait. Impossible de l'arrêter. Ils doivent une nouvelle fois la laisser repartir. 2 ans et demi s'écoulent. L'enquête piétine, l'ancienne ferme de Ben change de propriétaire, et Lin Lee élève la fille qu'ils avaient eue ensemble avec Brandon. Quand tout à coup, une brèche s'ouvre enfin. Et cette faille, c'est sa relation avec Brandon. Au fil du temps, elle a tourné au vinaigre, et les disputes s'accumulent. Lin Lee est contrainte de déposer plusieurs demandes d'ordonnance de protection contre lui, pour harcèlement et violence de domicile. Brandon termine donc en prison pour avoir violé l'une de ses ordonnances. Or, il a visiblement la rancune tenace, une rancune qui va coûter cher à Lin Lee. C'est depuis sa cellule qu'il contacte les enquêteurs de la police en janvier 2020, en disant avoir des informations sur un meurtre non résolu à New Florence. Il leur déballe tout ce que son ex lui a confié pendant leur relation. La première tentative de meurtre qui n'a pas fonctionné, avec le Percocet dans le shaker protéiné, et le second plan, qui a été le bon. Mais aussi Michael devant la porte du bâtiment, les 8 coups de feu, et même la douche prise au spa ensuite pour éliminer un maximum de preuves. Il vient tout simplement de la livrer à la police, depuis la cellule où elle l'a elle-même envoyée. Le 16 janvier 2020, Lin Lee et Michael sont arrêtés à leur domicile, et sont tous les deux inculpés de meurtre au premier degré. Sauf que dès le début, ils se rejettent mutuellement la faute dessus. On sait pas qui a fait quoi, et ça c'est un problème. Parce qu'au niveau judiciaire, quand on sait pas, on condamne pas. Donc le plus dur reste à venir. En octobre 2021, Michael est jugé en premier, dans le comté d'Audrain. Sa ligne de défense tient en une phrase. C'est Lin Lee qui a tiré sur Ben, pas lui. Il admet sa présence sur les lieux, avoir apporté l'arme et même avoir participé à la conception du plan pendant des semaines. Par contre, il maintient que c'est la femme de la victime qui est entrée dans ce bâtiment pour appuyer sur la détente.
Le jury n'a pas besoin de trancher sur cette question pour le condamner. Sa présence sur les lieux du crime et son implication active dans le complot offrent déjà à l'accusation un dossier béton. Michael est donc reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Dans l'espoir que cette sentence soit allégée, il décide alors de passer un accord avec le parquet contre une condamnation pour meurtre au second degré. Avec possibilité de libération conditionnelle, il accepte de révéler l'emplacement de l'arme du crime. Il l'avait cachée le jour du meurtre, chez la mère de sa petite amie. Cerise sur le gâteau, Michael est également d'accord pour témoigner contre Lynn Lee. Le procès de la vipère s'ouvre le 6 décembre 2021 au tribunal du comté de Boone. La procureure présente au jury les échanges houleux que Ben et Lynn Lee ont eus concernant la gestion financière désastreuse du spa, mais aussi les relevés téléphoniques du 8 juin, qui montrent qu'elle a été en contact avec Michael tout au long de la journée. Il y a également les témoignages des anciennes employées de Lynn Lee, qui racontent les conversations qu'elles ont eues ensemble. Dans le cadre d'un accord d'immunité totale, Ashley raconte absolument tout ce qu'elle sait, et ce à quoi elle a assisté. Notamment le fait que Lynn Lee soit revenue au spa le soir du meurtre, pour lui demander de l'aider à se laver, avant de lui déballer tout ce qui s'était passé dans le bâtiment au serpent, y compris le fait que c'est elle qui a tiré, et non Michael. Aïe 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 aïe, Judas trahi par son meilleur ami, quelle déception. Toujours en attente de jugement définitif, Michael témoigne à son tour. Il explique qu'il a donné l'arme de Lynn Lee devant la porte du bâtiment, parce qu'il a refusé de tirer sur Ben, et qu'elle a décidé d'y entrer seule pour s'en charger. Et contre toute attente, Lynn Lee décide de monter à la barre pour riposter. C'est un choix rare, assez risqué, et généralement fortement déconseillé. Sauf que dans ce cas précis, ses avocats savaient exactement ce qu'ils font. Parce que si Lynn Lee reste silencieuse, le jury ne verra en elle qu'une accusée de meurtre derrière une table. Une personne sans visage, sans voix, sans histoire. Et c'est justement tout ce que la défense veut éviter. Le but, c'est d'apitoyer les jurys, pour qu'ils se montrent plus cléments. Quand elle témoigne, Lynn Lee s'en tient à la version qu'elle avait racontée à tout le monde au spa. Tout du moins, en partie. D'abord, elle présente Ben comme un homme violent, qui l'a maltraité physiquement et abusé sexuellement d'elle. Puis elle affirme que si elle s'est rendue à la ferme ce jour-là avec Michael, c'était uniquement pour annoncer à Ben qu'elle voulait divorcer. Si elle y est allée accompagnée, c'est juste parce qu'elle se serait sentie trop vulnérable pour le confronter seule. En d'autres termes, elle craignait la réaction de son mari. Lynn Lee raconte qu'elle ne savait pas que Michael avait une arme et qu'elle a entendu les coups de feu de l'extérieur. Elle aurait alors été figée par la peur, et c'est pour ça qu'elle n'aurait pas appelé le 911 elle-même. Elle était en état de choc. La procureure lui demande comment elle a réussi à envoyer autant de messages dans les heures qui ont suivi le meurtre, si elle allait vraiment si mal que ça. Bah oui, elle a trouvé la force d'écrire à Michael, à sa babysitter, à un autre homme qu'elle fréquentait, et même à Ben, tout en sachant qu'il était déjà mort. Des messages qui, d'ailleurs, ne laissaient transparaître aucune inquiétude. Tout ça, ça colle pas. Par contre, ça cloue le bec de Lynn Lee, qui sait pas quoi répondre. Finalement, elle admet avoir menti à la police à 6 reprises, notamment en essayant de diriger les soupçons des enquêteurs vers Sam, qui n'avait rien à voir dans tout ça. Elle avoue également avoir couvert l'implication de Michael pendant 2 ans et demi. Cela dit, si elle assume ouvertement avoir menti comme un arracheur de dents, sa version concernant le meurtre reste la même. C'est pas elle qui a tué Ben. C'est sur ces dernières explications que les jurés partent en délibération en fin d'après-midi et ne reviennent pas le soir. Ils sont trop occupés à éplucher les milliers de messages échangés entre Lynn Lee et Ben qu'ils ont demandé à consulter. C'est donc le lendemain matin, après environ 12 heures de délibération au total, que le verdict tombe. Coupable de meurtre au 2e degré et d'action criminelle armée. Lynn Lee murmure plusieurs fois le mot « merci » en entendant la recommandation de la peine. Et y a de quoi, parce que la préméditation vient de sauter. Le 24 janvier 2022, elle est condamnée à 16 ans de prison. Elle ne pourra demander une libération conditionnelle qu'en 2034. En réalité, la police et le procureur n'ont jamais eu de doute concernant l'identité du tireur. Pour eux, c'est Lynn Lee qui a tué Ben. C'est sûrement pour ça qu'elle a demandé à Ashley de l'aider à se laver et à Michael de se débarrasser des vêtements qu'elle portait. Pourtant, le jury n'a pas retenu la préméditation. Ce qui est surprenant étant donné le niveau de planification évident dans cette affaire. Mais il faut croire que la stratégie de la défense a été la bonne. Dans l'État du Missouri, une condamnation pour meurtre au 1er degré exige de prouver que l'acte était délibéré, prémédité et réfléchi au sens où la loi l'entend précisément. Le jury a estimé que l'accusation n'avait pas atteint ce seuil de preuve, même si personne dans cette salle d'audience ne doutait vraiment du fait
que Lynn était la meurtrière. En plus, dans le Missouri, la loi ne fait aucune distinction entre celui qui tire et celui qui facilite le crime, dès lors que sa participation est suffisamment établie. Michael a apporté l'arme, conduit Lynn sur les lieux et participé à des semaines de complot au spa. C'est tout ce dont le jury a eu besoin pour le tenir autant responsable du meurtre que la tireuse elle-même. C'est pour ça qu'il a d'abord écopé d'une condamnation à vie pour meurtre au premier degré, avant que son accord avec le parquet ne ramène sa peine au deuxième degré. Il n'en reste pas moins que dans ce comté rural du Missouri, Ben avait bâti quelque chose que personne d'autre n'avait réussi à construire. Il ignorait simplement que le plus dangereux des serpents qu'il y avait chez lui, c'était sa propre femme. Une espèce pas si rare finalement si on regarde l'historique de ma chaîne. Je suis curieux d'avoir ton avis. Est-ce que Lynn aurait pu commettre le meurtre parfait ? Franchement, d'après moi, si elle l'avait fermé, ça aurait pu le faire. D'ailleurs, ça me rappelle l'affaire Emilia Carr que je t'ai racontée sur la chaîne. Tu devrais aller voir la vidéo si tu l'as pas vue. On est arrivé à la fin de cette affaire criminelle. Un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je te dis à très vite. Bye.